ce n'est pas une ville, non, c'est davantage. Le décor d'une tragédie sans fin, l'histoire, ses fantômes. Saint-Pétersbourg est un théâtre, alors que le spectacle commence. Au début, il n'y avait rien, rien qu'un infâme marécage où il pleut tous les jours, sauf quand il neige. Au milieu, un fleuve paresseux, la Neva, qui n'arrive pas toujours à se jeter dans la mer Baltique. Les inondations à Saint-Pétersbourg ne sont pas dues aux hautes eaux de la Neva. Et donc, ils ne correspondent pas aux périodes des crues. Ils ne correspondent pas au printemps. Ils ont lieu plutôt en automne. Les vents du golfe de Finlande sont tellement puissants qu'ils empêchent l'eau de la Neva à se jeter correctement dans le golfe. Anastasia Gavrilina parle parfaitement notre langue, c'est souvent le cas des intellectuels de Saint-Pétersbourg. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Nicolas. Ce matin, elle a rendez-vous avec Nicolas, un des 450 Français installés ici. Nicolas passe énormément de temps en cuisine, lui qui invente quotidiennement des recettes franco-russes. Mais faute de temps, il connaît bien mal sa ville d'adoption. Dans notre découverte, nous suivrons aussi les danseurs de l'école du ballet. Nous croiserons l'ombre inquiétante de Raspoutine, rencontrerons l'arrière-petit-fils de Dostoïevski et aussi Elena qui chaque jour lutte contre les promoteurs immobiliers. Car Saint-Pétersbourg est un lieu de bataille, contre les autres, contre soi-même, une ville qui a souffert comme aucune autre sans doute. Le symbole évident, c'est la cathédrale d'inspiration byzantine, bâtie à l'endroit précis où le tsar Alexandre II a été assassiné en 1881. Cette cathédrale n'était pas ouverte au public. Donc le seul service qui s'y passait chaque jour, et en plus c'était chaque jour, donc c'est la messe quotidienne, la messe funéraire en l'honneur du monarque décédé, du tsar Alexandre II. À l'époque soviétique, l'église abritait le musée des mosaïques, puisque en fait, à l'époque soviétique, comme vous savez peut-être, on a détruit beaucoup d'églises, de cathédrales dans toutes les villes de la Russie. Donc d'abord, en fait, la décision initiale du Parti communiste était également de détruire la cathédrale, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Interdit de filmer à l'intérieur de l'église. Voici juste quelques photos des mosaïques restaurées, des rétables dorés. Tout autour de la cathédrale, un incroyable réseau de canaux. Des dizaines de kilomètres pris par les glaces, 4 mois par an. Parce qu'au nord du monde, au-delà du 60e parallèle, il n'y a que l'Alaska, le Groenland et Saint-Pétersbourg. Voilà pourquoi l'hiver, le jour ne dure que quelques heures. Aujourd'hui, 5 millions d'habitants assument quotidiennement la décision d'un seul homme, le tsar Pierre le Grand, qui a choisi pour sa ville le pire endroit possible. C'était précisément le 16 mai 1703, nous étions un mercredi. Faisons comme si Saint-Pétersbourg n'existait pas encore. Nous sommes en 1703 et le tsar Pierre le Grand a une vision. De l'autre côté du fleuve, précisément là où nous conduit Anastasia, il veut une ville en pierre, une révolution dans ce pays où toutes les cités sont en bois. Construire une ville de façon européenne, c'était son défi lancé à cette ancienne Russie. Pour bâtir ce premier mur, tous les maçons du pays sont réquisitionnés. L'hiver est dramatique, des milliers d'ouvriers meurent de froid ou de choléra. On fait venir la pierre de Finlande, mais rien n'arrête le tsar, même pas la nature. Bien sûr, il s'est inspiré de l'exemple des villes hollandaises telles que Amsterdam. Et comme l'eau était déjà abondante ici, dans ces endroits, son idée primordiale était de faire des canaux, beaucoup de canaux. Qu'importe le climat,
Saint-Pétersbourg sera donc la Venise du Grand Nord. 300 ans plus tard, le problème demeure. Les pressions de l'eau puis de la glace diffèrent tellement selon les saisons que les structures sont fragilisées. En apparence, c'est un quai magnifique, mais en réalité, il s'est affaissé, il menace de s'effondrer, et toute la rue avec. 18% des infrastructures sont en travaux chaque année. Il en va de la survie des canaux. La glace, ce n'est pas seulement qu'elle écrase les pierres, c'est plutôt qu'elle arrache des blocs entiers. L'eau s'infiltre entre les pierres. À la fin de l'automne, elle gèle dans les intervalles. Si l'hiver est long, les blocs se descellent un à un et reposent en réalité dans le vide au dégel. Autre révolution, l'arrivée de la danse en Russie. L'ouverture en 1738 de l'école de ballet. Sous le haut patronage du tsar, qui assiste 2 fois par an à des auditions qui permettent de distinguer les meilleurs élèves. Et souvent, ces élèves ne sont pas des nobles, mais les fils et les filles des ouvriers. Aujourd'hui encore, il arrive que la belle histoire se reproduise. Мама у меня работала, сначала шила, потом она в пекарне работала. В юности мама когда-то занималась гимнастикой, но спустя год она ушла, потому что ей надоело, ей неинтересно было. Папа был профессиональный боксер. Ksenia Zigushina est une fée. Sa grâce, sa beauté lui ont entrouvert les portes de Mariinsky, la prestigieuse scène de ballet. Mais entrouvert seulement, dans 48 heures, elle passera un test très important. La Neva s'est couverte de granit. Je t'aime, ô ville œuvre de pierre. J'aime ta sévère harmonie. Comment évoquer Saint-Pétersbourg sans chanter les louanges d'Alexandre Pouchkine, le grand poète russe qui habitait cet hôtel particulier. Pouchkine, dont chaque 10 février l'on commémore la disparition. Je viens ici depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler. C'est la journée du souvenir de Pouchkine. À 14h45, il est mort. Cette ville m'a fait grandir. Pouchkine, ce sont les contes. Pouchkine, c'est l'amour. Pouchkine, c'est mon enfance et mon adolescence en même temps. Cela représente tout pour moi. Oui, il faut sans doute être d'ici pour comprendre cet attachement si puissant qui fait que des centaines de Pétersbourgeois sont en deuil le 10 février. Ensuite, comme en pèlerinage, ils se pressent dans l'appartement du poète, dont même la mort fut terriblement romantique. Il expira dans ce bureau après un duel perdu au pistolet, lui qui avait voulu laver l'honneur de sa femme, sali par un aventurier français. Après 2 jours d'agonie, il a fait venir ses enfants, un par un. Sans dire un mot, il a mis sa main sur leur front, a fait un signe de croix. Il est raccompagné d'un geste. Ensuite, il a dit « La mort arrive ». Le 10 février, la foule est telle ici que la conservatrice nous a donné rendez-vous demain pour mieux connaître Alexandre Pouchkine et à travers lui l'époque dorée de Saint-Pétersbourg. Le lendemain matin, la foule venue pour célébrer le souvenir de Pouchkine s'est retirée, laissant des fleurs par dizaines. C'est jour de relâche. La maison Pouchkine est fermée au public. L'occasion de découvrir tranquillement un intérieur bourgeois, typique du 19e siècle. C'était l'époque dorée de Saint-Pétersbourg. C'est un appartement de prestige, très cher, en plein centre-ville. Pouchkine a accumulé les dettes pour payer le loyer, mais il estimait qu'étant le premier poète russe, sa femme étant la plus belle de tout le pays, il se devait d'avoir un appartement de ce rang.
C'est une des originalités de Saint-Pétersbourg, ces maisons-musées. Les résidences de citoyens célèbres restées en l'état. Ici, le point d'orgue, c'est la bibliothèque. 4000 ouvrages, écrits dans l'une des 14 langues dont le poète avait quelques notions, et le fameux canapé où il est mort. Au palais d'été du Tsar, Jacques von Polier vient défendre une idée originale de partenariat. C'est le monument, le deuxième le plus populaire des touristes à Saint-Pétersbourg. Et nous, on aimerait bien que certains touristes viennent à notre usine. L'usine en question a été fondée par Pierre Legrand. C'est la plus ancienne fabrique de montres de Russie, connue sous le nom de Raketa. Au moment de la perestroïka, elle a bien failli disparaître. Et c'est ce mécène français qui l'a sauvée. On fabrique des montres pour le KGB, les monastères, les cosmonautes, les pompiers. Aujourd'hui, Jacques va rencontrer la directrice du château. Il a un projet, elle en a un autre. Ils vont peut-être faire affaire. En attendant, lui qui descend d'une vieille famille noble nous fait découvrir Peterhof. Et en cette saison, surprise, le palais est fermé, presque invisible. Maintenant, on est en hiver, donc c'est plutôt quelque chose entre le château dormant sous la glace à la Christo, puisqu'il a été emballé pour changer les fenêtres. Donc voilà, et toutes les statues sont emballées, tous les arbres sont emballés, c'est presque une œuvre d'art contemporaine. Et ça, c'est vraiment inspiré par Versailles, les fontaines en cascade, comme ça, le château lui-même, sa structure. Les pavillons retrouveront tout leur éclat au printemps, au moment où les fontaines du parc seront remises en eau, de la terrasse supérieure jusqu'au bord de mer. Et là, on a la mer, on peut partir en voiture sur la glace. D'ailleurs, on voit des traces de voiture probablement jusqu'en Finlande, Suède. Jacques exagère un peu, on peut rouler quelques kilomètres sur la banquise jusqu'aux îlots voisins. Mais avant la Finlande, on croise les bateaux brise-glace et c'est impossible de passer. D'autant que la mer gelée garde la forme des vagues. Non loin de l'Ermitage, Elena va nous emmener de l'autre côté du décor. La Nouvelle-Hollande, l'historique chantier naval du Tsar. Un immense ensemble de briques bâti en 1750 par le français Valin de la Motte et qui a bien failli être rasé. Un businessman voulait construire ici un centre commercial, détruire la moitié du monument et installer à la place des buildings en verre. Dieu merci, grâce à la crise économique mondiale, le projet a été abandonné. Ce soir, les amis d'Elena organisent dans un café une remise de prix satirique. Une brique cassée à ceux parmi les architectes ou les politiques qui ont le plus massacré Saint-Pétersbourg. Le premier prix sera remis au nouveau théâtre Mariinsky. Mariinsky, c'est ce théâtre néoclassique de 1859. Et le blocos derrière, c'est l'extension du bâtiment originel dans un style, disons, contestable. Le ciel a pris ce soir d'étranges teintes rouges, comme une illustration des heures révolutionnaires que va traverser la cité, alors que monte sur le trône à contre-cœur Nicolas II. Il sera le dernier des tsars de Russie. C'était une froide nuit de décembre 1916. Depuis 2 ans, la Russie est en guerre contre l'Allemagne. Dans son palais, le tsar doute de lui-même. 4 millions de soldats russes sont morts. Nicolas II a perdu beaucoup de son prestige. Pour être franc, sa fonction l'ennuie. Il n'a qu'une seule passion, sa famille. Ses 4 filles, son fils et surtout sa femme. Elle-même dépressive, elle vit sous l'emprise de plus en plus nette d'un étrange moine illuminé, Raspoutine. Le premier drame se joue ici, au palais Yusupov, magnifique demeure où les nobles ont convaincu Félix, le fils de famille, d'attirer Raspoutine avec un projet, le tuer. Félix était devenu l'ami de Raspoutine. Il l'avait en quelque sorte apprivoisé. Il lui a parlé de son beau palais, de sa femme ravissante, et Raspoutine est venu. Un repas est servi, des gâteaux à l'arsenic, un verre de madère au cyanure. Mais le moine semble
insensible au poison. Alors Félix va utiliser son arme à feu. Félix s'est approché dans le dos de Raspoutine et a tiré à bout portant. Raspoutine, ensanglanté, est tombé là. Mais Raspoutine est solide. Il se relève, remonte l'escalier. De nouveaux coups de feu auront raison de lui. Une seule photo existe selon la conservatrice. Elle ouvre une nouvelle hypothèse. Sur cette photo, on voit qu'il a été achevé d'une balle dans la tête alors qu'il était déjà à terre, bien après les tirs de Félix dans son dos. Si on se rappelle que Félix Yusupov a fait ses études à Oxford, qu'il était très proche des Anglais, on pense aujourd'hui qu'il était en fait l'instrument des services secrets britanniques. Le corps de Raspoutine sera retrouvé dans le fleuve au petit matin. Quant à la responsabilité des services secrets britanniques, le mystère demeure. Quelques mois plus tard, le régime tsariste tombe comme un fruit mûr. Saint-Pétersbourg n'a rien fait pour défendre son prince, au contraire. Lénine s'installe dans cette maison bourgeoise et s'exprime depuis ce balcon, celui de Mathilde Kschessinskaya, la maîtresse du tsar, et avant tout danseuse étoile. Devant nous, Ksenia passe le test prévu. À nos yeux, c'est parfait. Pas à ceux de sa professeure. En 250 ans, des centaines de ballerines se sont succédé sur ce parquet. Altinaï Assimuratova en fut. Elle est aujourd'hui un professeur, soucieuse d'excellence. В нашей школе у нас нет другого выхода. Мы должны соответствовать тому званию, которое за 275 лет школа завоевала, лучшая школа балетной. Значит, нам себе позволить снизить планку мы не можем, мы ее только все время повышаем. Célèbre partenaire de Mikhail Baryshnikov, elle figure aujourd'hui au panthéon de l'école. Chaussons, affiches, costumes, ici l'on conserve le souvenir des enfants célèbres de Saint-Pétersbourg. Et en premier lieu, Nureyev et Nijinsky. La nuit est tombée. Anastasia, notre guide, s'est mise au piano. Une valse romantique composée par son grand-père, Valéry Gavriline. Un héros de Leningrad, comme on disait alors. Enfant, il a vécu le siège allemand. 2 ans et demi d'enfer, 1 500 000 personnes qui meurent, la moitié de la population. Mais la ville n'est pas tombée. Et le 27 janvier 1944, les Allemands battent en retraite devant l'armée soviétique. Sur l'avenue principale de Saint-Pétersbourg, il reste cette inscription. En cas de bombardement, ce côté de la rue est le plus dangereux. Dans son modeste appartement, Anastasia vit avec sa grand-mère, l'une des survivantes de ce blocus. J'ai quitté la ville avec ma grand-mère. Ma mère a dit « Vous avez survécu à la famine. Je ne voudrais pas que vous périssiez dans un bombardement. » Un peu guide, un peu interprète, Anastasia vit la vie de beaucoup de Russes au salaire modeste. En ce moment, je suis en train de traduire des plans du mouvement horloger pour l'horlogerie Raketa. Raketa, l'une des fiertés du régime communiste. 8000 salariés à l'époque et l'automatisation qui augmente les cadences. Il fallait cela pour que les policiers, les cosmonautes, les militaires aient tous une jolie montre. Ça, c'est quoi celle-là? J'ai jamais compris. Et tu vois, toutes ces machines, tout ça, toutes ces rouleuses, elles vont être remplacées par une machine.
Raketa, c'est l'entreprise que Jacques a relancée il y a 2 ans, en s'appuyant sur les plus anciens de l'usine, ces ouvriers qui ont passé ici 50 ou 60 ans de leur vie. Ne vous fiez pas à l'aspect extérieur. Raketa est l'une des 3 dernières entreprises du monde à fabriquer à la main l'ensemble du mécanisme. Ces produits sont désormais des objets de collection. Et l'on va voir qu'en Russie, la grande histoire n'est jamais loin. Jacques a aujourd'hui une annonce inattendue à faire. Nous allons bientôt produire cette montre sous l'enseigne du Tsar, dessinée par l'un des descendants des Romanov. C'est notre projet. Félicitations. En ce 23 février, le jour des défenseurs de la patrie russe, celui de l'armée rouge donc. On peut y voir un clin d'œil de l'histoire, surtout si l'on est descendant comme lui d'une famille noble de la ville. La fête de l'armée rouge, non pas vraiment. Fêter la fête de l'armée rouge dans une usine de montres russes à Saint-Pétersbourg, dans la ville du Tsar, c'est quelque chose d'assez spécifique. Surtout que ma famille, elle s'est fait virer de la Russie par les communistes plusieurs fois, donc c'est quelque chose de très spécial. Ainsi va la Russie. Un héros devient un paria, puis redevient un exemple. C'est le cas de Dostoïevski, dont la maison-musée est l'une des plus appréciées de la ville. On y croise son arrière-petit-fils qui sait, mieux que quiconque, combien passé et présent peuvent se confondre. À l'époque, on me disait « Cache que tu es son petit-fils ». Pour les communistes, c'était un écrivain réactionnaire. Il a en fait très bien compris comment tout cela allait finir. À Saint-Pétersbourg, rien n'a jamais été acquis, mais tout le monde peut rêver à des lendemains qui chantent. C'est le sens de cette incroyable fête, l'Allier Paroussa, textuellement les voiles rouges, celles qui transportent vos désirs et les réalisent. Quand la goélette passe, tu fais un vœu, et d'après la légende, il se réalise obligatoirement. En 310 ans, Saint-Pétersbourg a donc connu 1000 destins. Ce n'est pas une ville, non. C'est davantage.